Chunk 1. Don Rickles a fait carrière en rôtissant tout le monde à vue. Personne n'était trop grand, trop petit ou trop sacré pour échapper à sa langue acérée. Président, star de cinéma, chanteur et même ses amis les plus proches se sont retrouvés brûlés par son humour et c'est précisément pour cela que le public l'aimait. Mais voilà le truc. Pour toutes les insultes qu'il lançait sur scène, Rickles portait rarement ce même venin en dehors. La plupart des gens qu'il se moquait, il les adorait. La plupart des ennemis qu'il s'est fait, il riait avec eux en coulisses. Pourtant, il y avait un homme qui ne l'a pas seulement agacé, il s'est immiscé sous la peau de Rickles d'une manière que peu ont réussi. Et ce n'était pas juste une plaisanterie ludique ou une irritation passagère. C'était réel, c'était personnel. Pour une fois, Don Rickles ne plaisantait pas, il le détestait profondément. Alors, qui était l'homme malchanceux que le roi de la comédie d'insultes ne pouvait pas supporter? Et que s'est-il passé entre eux qui a laissé Rickles incapable de pardonner? Plongeons dans le mauvais sang que même la comédie ne pouvait pas ignorer. La création de Don Rickles. Don Rickles n'est pas tombé dans la comédie par hasard. Il s'y est frayé un chemin morceau par morceau en partant d'une enfance qui ne ressemblait en rien aux scènes fastueux qu'il posséderait plus tard. Il est né dans le Queens, à New York, le 8 mai 1926. Le seul enfant d'une famille juive qui parlait yiddish à la maison. Son père, Max, avait fait le voyage de Kiss en Lituanie avec ses parents en 1903. Sa mère, Etta, était une New-Yorkaise jusqu'au bout des ongles, la fille d'immigrants autrichiens. Ils se sont installés à Jackson Heights et c'est là que le petit Don a grandi, entouré de traditions du vieux monde, mais avec ses yeux déjà fixés sur quelque chose de plus grand. Au moment où il a obtenu son diplôme de la Newtown High School en 1944, le monde était en guerre et Rickles a fait ce que tant de jeunes hommes de sa génération ont fait. Il s'est enrôlé. Chunk 2, il a rejoint la marine américaine et a servi comme matelot de première classe sur l'USS Sirène, un navire de soutien de vedettes torpilleuses qui comportait un danger à chaque coin de la mer. 2 ans plus tard, il a été libéré honorablement. La marine l'a endurci, mais elle ne l'a pas défini. Don Rickles n'était pas fait pour une vie en uniforme, il était fait pour les projecteurs. Au début, cependant, Rickles ne rêvait pas de faire rire les gens, il voulait les faire ressentir. En 1948, déterminé à devenir un acteur shakespearien sérieux, il s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Arts. Il s'imaginait jouer des rois, des héros tragiques et des âmes torturées. Le problème, c'est que Hollywood ne suivait pas. Les rôles ne sont jamais venus et Rickles s'est retrouvé coincé avec des petits rôles et une frustration sans fin. Cette frustration s'est avérée être l'étincelle qui a allumé sa carrière. Lorsque les concerts d'acteurs se sont taris, il a commencé à se produire dans des boîtes de nuit à New York, Miami et Los Angeles, mais Rickles ne tuait pas exactement avec ses routines. Ce qui a fait rire, de vrais rires explosifs, c'est la façon dont il a géré les chahuteurs. Au lieu de les ignorer, il ripostait. Il les a abattus avec esprit, retournant des insultes si pointues qu'elles ont ouvert la pièce en deux. Et voici le clou. Les gens ont adoré ça. Ils ont adoré ça plus que tout ce qu'il avait préparé. Alors Rickles s'est penché en avant, il a fait des insultes, le spectacle, si quelqu'un dans la foule devenait trop bruyant, trop arrogant ou avait juste le mauvais visage au mauvais moment, il se concentrait dessus. C'était brutal, c'était intrépide et c'était hilarant. Très vite, le public n'allait plus assister au spectacle pour son matériel prévu. Il se présentait en espérant que quelqu'un le chahuterait juste pour pouvoir regarder Rickles se mettre au travail. C'est à ce moment-là que la légende de Don Rickles Insult Comic est née. Au début des années 1950, il avait son mot fétiche OK Puck. Chunk 3, si vous étiez impoli, arrogant ou tout simplement ignorant, c'est ce que vous deveniez dans le monde de Rickles, une rondelle de hockey. L'insulte a collé, et lui aussi. Les gens comparaient son style à celui de Jack E. Leonard, un autre humoriste d'insultes avant lui, mais Rickles a balayé cela. Il a insisté sur le fait qu'il ne copiait personne. C'était sa propre voix, son propre rythme. Le cas échéant, il a attribué son énergie à Milton Berle, le légendaire comique de télévision qui avait ouvert les portes du show business à tant de gens.
Rickles a révélé une fois lors d'une interview avec Larry King que le style de Burl lui avait fait croire que la comédie pouvait être une voie d'accès, une voie de progression et un moyen de s'emparer du genre de vie qu'il avait toujours voulu. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Don Rickles n'est pas devenu le grand acteur shakespearien qu'il avait rêvé d'être. Au lieu de cela, il est devenu quelque chose de beaucoup plus rare. L'homme qui pouvait entrer dans une salle pleine de gens puissants, président, star de cinéma, chef mafieux, vous les nommez, et les déchirer en lambeaux avec un sourire. Mais le talent seul ne vous met pas sur la carte. Pour Rickles, le véritable tournant s'est produit avec une rencontre fortuite qui a tout changé. La chance qui a mis Don Rickles sur la carte. Si Don Rickles avait une fusée attachée dans le dos, Frank Sinatra est celui qui a allumé la mèche. C'est arrivé à Miami Beach, dans une petite boîte de nuit appelée Murray Franklin's. Rickles, qui se démène encore pour se faire un nom, a aperçu Sinatra dans le public, un homme à la fois craint et vénéré. Au lieu de s'incliner, Rickles est allé à la gorge, il a regardé Sinatra droit dans les yeux et a plaisanté en disant qu'il venait de voir la fierté et la passion et qu'il pensait que le jeu des canons était meilleur que celui de Sinatra. Puis, avec ce sourire caractéristique, il lui a dit « Faites comme chez vous, Do Frank, frappe quelqu'un !» Maintenant, c'est là que la plupart des carrières se seraient terminées, avec une mâchoire cassée et pas de réservation, mais Sinatra a adoré ça. Il a surnommé Rickles Bullethead et est devenu son plus grand fan. Et dans le monde de Sinatra, c'était le ticket d'or. Il n'a pas seulement ri, il a répandu l'évangile. Il a dit aux autres célébrités qu'elles devaient voir Rickles, qu'elles devaient s'asseoir au premier rang et qu'elles devaient se faire insulter par lui. Le saut d'approbation de Sinatra a transformé Rickles, qui n'était qu'un autre comique qui travaillait dur dans les boîtes de nuit, en une tête d'affiche de bonne foi à Las Vegas. Une fois que Rickles a frappé le strip, il n'a pas seulement joué, il en est devenu le propriétaire. Chunk 4. L'homme qui s'est fait un nom en dénigrant les gens a en quelque sorte gagné les surnoms les plus chaleureux de tous. Le marchand de venin et Monsieur Chaleureux, c'était la contradiction parfaite. Il pouvait vous faire rôtir vivant et en quelque sorte vous faire l'aimer pour ça. Chaque fois qu'il montait sur son scène, le groupe entonnait l'hymne espagnol du Matador, la virène de la Macarena. C'était la façon dont Rickles disait « Je suis le Matador, vous êtes le taureau et ce soir vous allez être encorné » et la foule ne pouvait pas attendre. Mais Rickles ne se contentait pas d'insulter en direct, il gravissait aussi les échelons d'Hollywood. En 1958, il a choqué les gens en faisant ses débuts au cinéma, non pas dans une comédie, mais dans un rôle sérieux aux côtés de Clark Gable et Burt Lancaster dans Run Silent, Run Deep. C'était un rappel que Rickles s'était toujours considéré comme un acteur d'abord, même si la comédie l'avait revendiqué. Tout au long des années 1960, il a rebondi entre les sitcoms et les drames, prouvant qu'il pouvait aller dans les deux sens. Il est apparu dans Get Smart comme un ancien compagnon de guerre de Max's. Et dans Run for Your Life, il a joué un comédien tourmenté dont le numéro se terminait par l'étranglement d'un membre du public, en hurlant pour qu'il rie, sombre, tordu et en avance sur son temps. Il s'est même plongé dans le territoire des films de série B en jouant dans le film de science-fiction et d'horreur de Roger Corman, X, l'homme aux yeux à rayons X. Rickles a joué un bonimenteur de carnaval louche exploitant un homme maudit avec le pouvoir de voir à travers tout. Littéralement, c'était bon marché, ringard et inoubliable. Et puis, il y a eu les films de fête sur la plage, ces comédies musicales ensoleillées et idiotes pour adolescents avec Annette Funicello et Frankie Avalon. Rickles a plaisanté plus tard dans ses mémoires que Barbara Bush l'avait taquiné une fois lors d'un dîner à la Maison-Blanche au sujet de son choix d'y apparaître. Il a pris les moqueries avec philosophie. Il était difficile d'embarrasser un homme qui avait bâti son empire en insultant tout le monde. La télévision, cependant, était l'endroit où Rickles a vraiment trouvé son rythme. En 1965, il était un habitué du Tonight Show, animé par Johnny Carson, accumulant plus de 100 apparitions pendant le règne de Carson. Il n'était pas qu'un invité. Parfois, il remplaçait l'animateur. La chimie entre Carson et Rickles était électrique. Chunk 5.
Un moment classique s'est produit en 1968 lorsque Carson se faisait dorloter sur le plateau par deux femmes japonaises qui lui donnaient un bain et un massage des pieds. Rickles est entré nonchalamment, faisant instantanément dérailler la scène et semant le chaos dans le studio. C'était Rickles, toujours un temps d'avance, toujours prêt à faire exploser le moment. Il est devenu un habitué du Dean Martin Show et bien sûr des emblématiques rôtis de célébrités de Dean Martin. Rien ne lui convenait mieux qu'une scène pleine de stars attendant d'être transpercée. Il a rôti Sinatra, il a rôti Martin, et finalement il est devenu lui-même la cible, encaissant les coups aussi gracieusement qu'il les donnait. En 1968, Rickles a mis son venin en bouteille pour les masses. Avec un album de comédie en direct, Hello Dummy, il a percé les charts Billboard, atteignant la 54e place. Un exploit rare pour un disque de stand-up. La même année, il s'est essayé à une émission de variété avec le Don Rickles Show sur ABC, avec le scénariste de comédie Pat McCormack comme acolyte. Elle n'a duré que 17 épisodes avant d'être supprimée au profit de Let's Make a Deal. Mais Rickles n'en avait pas besoin. Il était partout de toute façon. Tout au long de la décennie, ses apparitions en tant qu'invité se sont accumulées. The Dick Van Dyke Show, The Monsters, The Addams Family, Gilligan's Island, The Mothers-in-Law, The Andy Griffith Show, Goomer Pile, USMC et I Dream of Jeannie. Et qui pourrait oublier son rôle dans The Twilight Zones, Mr. Dingle the Strong, où il a joué aux côtés de Burgess Meredith. Rickles n'était pas seulement un comédien, c'était un artiste qui pouvait s'intégrer dans n'importe quel monde, se plier à n'importe quel genre et quand même laisser ses empreintes digitales partout. À la fin des années 1960, Don Rickles était devenu plus que le simple acolyte à tête de balle de Sinatra. Il était une légende de Las Vegas, un habitué d'Hollywood et l'un des visages les plus reconnaissables à la télévision. Le gamin de Jackson Heights qui rêvait autrefois de tragédie shakespearienne avait trouvé sa scène et il réécrivait l'histoire de la comédie une insulte à la fois. Le seul qu'il n'ait jamais rôti. Le grand amour de Don Rickles. Don Rickles a peut-être gagné sa vie sur scène en rôtissant des inconnus comme des amis, mais en matière d'amour, son histoire est étonnamment tendre. Il a rencontré Barbara Sklar alors qu'elle travaillait comme secrétaire pour son agent, et ce n'était pas l'une de ses romances hollywoodiennes instantanées. Ils sont sortis ensemble à quelques reprises. Et ce qui a vraiment accroché Dawn, ce n'était pas son rire à ses blagues. C'était le fait qu'elle ne les comprenait pas toujours. Chunk 6, elle a admis qu'elle ne comprenait pas tout à fait sa marque d'humour axée sur l'insulte. Et pour un homme dont la carrière prospérait parce que les gens comprenaient, cette honnêteté l'a arrêté net. Dawn a révélé plus tard que c'est à ce moment-là qu'il est tombé amoureux d'elle. Le 14 mars 1965, les deux se sont mariés, commençant un mariage qui allait durer 52 ans. Quelques semaines seulement avant sa mort, le couple a célébré son 52e anniversaire. Et le dernier tweet de Don était dédié à Barbara, un hommage simple et sincère à la femme qui avait été à ses côtés à travers tout cela. Pour un homme qui a bâti son nom sur le sarcasme, cette sincérité en disait long. Don a souvent admis que sa vie amoureuse n'avait pas été un long fleuve tranquille dans sa jeunesse. Le mariage n'est arrivé que lorsqu'il avait 38 ans, et à ce moment-là, il savait ce qu'il voulait. Lorsqu'on lui a demandé une fois quel était le secret de son mariage de longue date, Dawn a plaisanté dans son style habituel en disant que la réponse était une prostituée. Mais en laissant tomber la blague, il a clairement indiqué que ce qui maintenait leur lien fort était l'amitié et la capacité de parler de tout et de n'importe quoi ensemble. Le couple a eu 2 enfants, Larry et Mindy. Larry Rickles s'est taillé une carrière respectée derrière la caméra. Il était un producteur primé aux Emmy Awards qui a remporté un prix en 2008 pour avoir produit le documentaire de HBO Mr. Warmth. The Don Rickles Project, un documentaire sur son père qui mélangeait de rares vidéos familiales avec des hommages d'amis et de collègues. La carrière de Larry a commencé au milieu des années 90 lorsqu'il a travaillé dans un atelier de Warner Brothers acquérant de l'expérience avant de décrocher un emploi de rédacteur pour la sitcom Murphy Brown de CBS. Mais la tragédie a frappé en 2011 lorsque Larry est décédé à seulement 41 ans d'une insuffisance respiratoire causée par une pneumonie. Une perte dévastatrice pour la famille Rickles.
Mindy, comme son père, s'est sentie attirée par la scène. Elle a commencé à jouer à la fin des années 80, en commençant par un rôle dans Newhart en 1998 et a continué à apparaître dans une série d'émissions tout au long du début des années 90. En 2013, elle a partagé l'écran avec Jeff Garland dans le film Dealing with Idiots. Ces jours-ci, elle travaille comme humoriste de stand-up, se produisant dans des clubs autour de la Californie du Sud. L'ironie du timing n'a échappé à personne. Elle devait se produire au Love Factory à Hollywood le soir même de la mort de son père. Barbara, bien qu'étant en grande partie une personnalité privée, n'était pas totalement absente des projecteurs. Elle est apparue dans This Is Your Life en 1972, a participé au documentaire HBO de son fils et a même rejoint Dawn pour des apparitions en tant qu'invité dans My Life on the D-List de Kathy Griffin. Le couple a également fait une apparition conjointe lors de l'émission spéciale télévisée de 1983. George Burns célèbre 80 ans dans le show business où ils ont réfléchi à l'impact de Burns sur l'industrie. Barbara n'a peut-être pas convoité l'attention, mais lorsqu'elle s'est présentée devant la caméra, c'était toujours en tant qu'elle-même gracieuse, terre-à-terre et discrètement imposante. L'une des amitiés les plus durables de la vie de Dawn a été avec Bob Newhart. Pour le monde extérieur, ils formaient un couple étrange. Chunk Set. Rickles, bruyant et mordant contre Newhart, doux et impassible. Mais sous la surface, ils étaient inséparables. Dawn a expliqué un jour qu'ils étaient comme des pommes et des oranges. Il était le juif bruyant. Bob le catholique tranquille, pourtant ce qui les liait, c'était des valeurs partagées, le mariage, les enfants, les petits-enfants. Ils ont voyagé ensemble dans le monde entier avec leurs femmes et pendant toutes ces années, ils n'ont jamais eu une seule dispute sérieuse. La vie a apporté de la tristesse, mais ils pouvaient toujours rire ensemble. Cette amitié a débordé dans leur comédie, les deux se sont souvent rôtis l'un l'autre sur scène. C'est à la télévision. Lorsque Newhart a célébré son 50e anniversaire dans le show business, Rickles l'a présenté avec le genre d'humour mordant auquel lui seul pouvait se permettre de s'adonner, le décrivant comme un hamburger avec de la mayonnaise sur du pain blanc. Après le décès de Dawn, les Newhart ont publié une déclaration admettant qu'ils étaient dévastés et complètement perdus, pleurant à la fois un artiste légendaire et un ami cher. Malgré tout le glamour du show business, Dawn et Barbara ont passé une grande partie de leur mariage à vivre à un rythme construit autour de sa carrière. Barbara ajustait souvent son emploi du temps pour qu'il corresponde au sien, le rejoignant sur les plateaux et partageant même des repas sur place, parfois à des heures inhabituelles. Cette constance les a maintenus proches malgré la distance physique que le show business créait souvent. Dawn a dit un jour au New York Times que Barbara était équilibrée et gracieuse, des qualités qu'il admettait lui-même ne pas toujours avoir. Il la décrivait souvent comme son rock, la remerciant de lui avoir sauvé la vie une fois pendant qu'il tournait Casino en 1996. Barbara, selon ses propres mots, était discrète, apaisante et exactement ce dont il avait besoin. Il l'a expliqué ainsi, l'épouser c'était comme épouser un Valium. Elle n'était pas du genre à saluer la foule, mais elle était tout ce dont il avait besoin. Adorable, gracieuse et infiniment patiente. Pour un homme qui semblait plus grand que nature sur scène, Barbara était l'encre qui le maintenait stable. Mais si Barbara était le calme dans la tempête de Rickles, le monde de la comédie était l'endroit où le tonnerre grondait le plus fort. Et parfois, ce tonnerre frappait de trop près. Choc des égos, les batailles derrière les rires. Don Rickles et Johnny Carson ressemblaient à des frères d'armes à la caméra, des partenaires de méfaits, des alliés dans la folie de fin de soirée. Mais un soir, une boîte de cigarettes a failli tout déchirer. Johnny venait de rentrer d'une nuit de congé lorsqu'il a remarqué que quelque chose n'allait pas. Chunk 8. Son bureau n'avait pas l'air correct. La boîte de cigarettes qui l'accompagnait depuis des années, un petit morceau de New York qu'il avait apporté à Los Angeles, était cassé, bois brisé, bord craquelé. Carson se figea. Cette boîte n'était pas un accessoire, c'était un héritage. Il a demandé au chef d'orchestre, Doc Severson, ce qui s'était passé. Doc n'a même pas hésité. Il a pointé Rickles du doigt. Le public a hurlé, mais pas Carson, il voulait savoir ce que Don lui avait fait. Doc a expliqué. Rickles faisait le clown la veille pendant que Bob Newhart animait l'émission en tant qu'invité.
frappant sur le bureau de Carson dans l'une de ses crises de manie. Et dans le chaos, il a cassé la boîte. Ça y est, Carson n'allait pas laisser ça passer. Il avait déjà vu Rickles plus tôt dans la journée, en train de se maquiller dans le couloir, en train d'enregistrer sa sitcom CPO Sharky. Maintenant, Carson voulait du sang. Il a attrapé la boîte cassée, a accroché un micro et a quitté son propre studio au milieu de son émission en direct, disant à Doc de rester tranquille. Une équipe de tournage l'a suivi. Le public a rugi. Il a marché droit dans l'enregistrement de Rickles. Des feux rouges clignotaient au-dessus des portes, mais Carson s'en fichait. Il a ouvert les portes en grand, la boîte de cigarettes à la main, et a crié à travers le plateau pour que tout s'arrête. Les acteurs de la sitcom se sont figés. Rickles, prise en pleine scène, s'est plié en deux en riant nerveusement, alors que Carson pointait la boîte sur lui comme une preuve dans un procès pour meurtre. « Ils m'ont dit que tu l'avais cassé », a aboyé Carson. Rickles bégaya, la sueur brillant sur son front. Il a essayé de faire une blague marmonnant quelque chose à propos d'offrir la boîte cassée à Tony Randall, mais Carson ne voulait rien savoir. Il voulait savoir ce que Rickles allait faire à ce sujet. La foule sur le plateau de Rickles était morte de rire, mais Carson ne lâchait pas prise. Chunk 9, il s'est attaqué à la sitcom de Rickles, s'est moqué des chances de survie de l'émission et a même lancé une pique à Harrison Page, la costard noire de Rickles, lui disant qu'il ferait mieux de garder une filature de coton à portée de main si la série coulait. C'était tranchant, inconfortable, du pur Carson, avec ses crocs sortis. Rickles a finalement promis qu'il réparerait cela. Carson a lancé un regard noir, a dit qu'il était furieux et est ressorti comme il était venu. La querelle a survécu, mais la boîte à cigarettes aussi. 2 ans plus tard, Rickles était l'animateur invité du Tonight Show avec Carol O'Connor en face de lui. Dans une autre crise de manie, il a commencé à frapper sur le bureau comme un possédé. Puis il s'est figé. La boîte de Carson, toujours là. Rickles l'a ramassée comme si c'était le Saint Graal et a commencé à chanter dessus comme pour la bénir. Puis, avec le visage impassible d'un prêtre à un enterrement, il a regardé O'Connor et a annoncé que lorsque Johnny Carson mourrait, il allait l'enterrer dedans. La boîte a survécu. L'amitié aussi. Seul Don Rickles pouvait prendre un étui à cigarette et le transformer en la plus étrange blague intérieure de la télévision de fin de soirée. Mais la vérité sur Rickles, personne n'était en sécurité. Ni Sinatra, ni Reagan, ni Johnny lui-même, et certainement pas les Beatles. C'était la Saint-Valentin 1964, Miami. Les Beatles étaient en ville, encore en effervescence après leur prise de contrôle d'Ed Sullivan. Ils se sont glissés dans l'hôtel Deauville où Rickles se produisait. À ce stade, les Fab Quatre n'avaient aucune idée de qui était Don Rickles. Ils allaient le découvrir à leurs dépens. Ringo s'en souvenait vivement. Rickles déchirait la foule comme une mitrailleuse. Il allait de table en table, demandait à quelqu'un d'où il venait et transformait la réponse en arme. Israël, il répondait, puis se retournait vers quelqu'un d'Allemagne et aboyait « Nazi, sors ! Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était impitoyable, choquant, et la foule hurlait. Puis les Beatles sont devenus la cible. Paul se souvenait être assis à une table avec leur garde du corps de la police, un camarade qui allait partout avec eux. Rickles s'est concentré sur lui. Chunk 10. « Eh flic, trouve-toi un travail, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, s'occuper des Beatles. Super boulot, mec. Qui a que c'était super boulot, mec. » La foule a ri. Les Beatles ? Pas tellement. Rickles ne s'est pas arrêté. Il a mimé les garçons allongés sur des draps de satin au 9e étage, gémissant chaque fois qu'ils entendaient des filles crier dehors. La salle a hurlé, mais les Beatles sont restés impassibles. « Nous n'étions pas amusés », a dit Paul plus tard. Très blessant, je l'aime bien maintenant, mais à l'époque, c'était un peu un choc. Le groupe n'est pas resté tout le spectacle, peut-être était-il trop occupé, peut-être ne voulait-il tout simplement pas être transformé en punchline pendant 1 heure de plus. Quelle que soit la raison, ils ont fait une sortie. Rickles, dans ses mémoires, s'en souvenait différemment. Pour lui, la venue des Beatles, c'était de l'électricité. Le salon était bondé. Les gens se sont pressés juste pour les voir assis à une table. Dès que John et George sont entrés, l'endroit est devenu fou. Mais aussi vite qu'ils sont apparus, ils ont disparu. Ils ont fait signe de la main, ont posé pour quelques photos et se sont éclipsés. La foule a suivi.
Rickles s'est retrouvé là, le micro à la main, regardant la salle se vider autour de lui. Les Beatles lui avaient volé la vedette sans jouer une seule note. Et juste comme ça, il a écrit « J'étais là-haut à me divertir ». Les Beatles étaient sortis, la foule avait suivi et Don Rickles avait été laissé à raconter des blagues dans le vide. Mais c'était ça le truc avec lui. Chunk 11, cela ne le dérangeait pas d'être laissé seul. Il s'épanouissait dans la tension, l'inconfort, l'imprévisibilité. Des années plus tard, ce même instinct de démolir les géants l'a suivi sur les plateaux de tournage. Si les légendes du rock pouvaient le quitter, la royauté hollywoodienne pouvait tout aussi facilement être réduite à sa juste valeur. Don Rickles le détestait absolument. Robert De Niro est l'un des acteurs les plus respectés de l'histoire du cinéma. Un homme qui disparaît dans ses rôles avec une précision méthodique, un monument vivant à l'artisanat et à la discipline. Mais même De Niro, avec toute sa gravité et son intensité, n'a pas pu esquiver les taquineries incessantes de Don Rickles. Sur le plateau de Casino de Martin Scorsese en 1995, De Niro ne se contentait pas de jouer Sam Ace Rothstein. Il servait également de punching ball préféré de Rickles. Rickles, le roi de la comédie d'insultes, ne s'est pas contenté de se présenter pour jouer. Il s'est présenté pour semer le chaos. Connu pour son esprit vif et son humour mordant, il s'est concentré sur De Niro avec le genre de taquinerie impitoyable habituellement réservé à son public en direct. De Niro était peut-être le premier rôle de Scorsese, portant le poids d'un drame policier sur ses épaules, mais pour Rickles, il n'était qu'une autre âme malheureuse qui attendait d'être rôtie. L'acteur Kevin Pollak, qui faisait partie de la distribution de Casino, s'est souvenu de la folie dans l'émission Rich Ellen. Il a peint la scène. De Niro était en pleine performance, profondément dans son personnage, débitant ses lignes. Avec cette intensité caractéristique, le personnage de Rickles, quant à lui, se tenait là tranquillement. Pas un mot dans le scénario. Mais au milieu de la prise, Rickles a brisé le silence, il a regardé De Niro et a plaisanté. « C'est comme ça que tu vas le faire ? Vraiment ? Tu as eu le prix ? Bien sûr, mais tu sais quoi ? Tu joues mal. Imagine-toi. » De Niro très sérieux, transpirant sous la direction de Scorsese, alors que Rickles, n'ayant rien à faire, a détourné le moment juste pour le piquer. Pollak a juré que cela arrivait tout le temps. Rickles interrompait, chahutait et s'éloignait sans perdre une miette, ne laissant à De Niro d'autre choix que de l'accepter. Pourquoi De Niro ne s'est-il pas défendu ? Chunk 12. Parce qu'il idolâtrait Rickles. Pollak l'a parfaitement expliqué. Quand De Niro était enfant à New York, il y avait 2 tribus au coin des rues. Les enfants doux qui chantaient des harmonies sous les réverbères et les enfants qui s'abaissaient et qui aiguisaient leur humour en se déchirant les uns les autres. De Niro était un enfant qui s'abaissait et pour cette tribu, Don Rickles était l'étoile polaire. Il était Dieu. Alors quand Rickles l'a découvert, il a su qu'il avait un laissez-passer gratuit. « Je possède ce type », s'est-il vanté à Pollak. Et sur le plateau, il l'a prouvé chaque jour, c'était la comédie qui entrait en collision avec le drame de la manière la plus improbable. Le jeu d'acteur méthodique de De Niro exigeait une concentration laser de la précision et de la discipline. Rickles s'épanouissait dans la spontanéité et la perturbation. Mettez les deux ensemble et vous obtenez l'une des dynamiques les plus étranges d'Hollywood. L'acteur sérieux intouchable et l'anarchiste comique qui vivait pour le faire perdre l'équilibre. Rickles n'était pas là que pour des rires faciles, cependant. Il s'est taillé une véritable carrière d'acteur avec des rôles dans des films comme Kelly's Heroes, Enter Laughing et bien sûr Casino. Pourtant, sa plus grande performance sur ce plateau n'était pas écrite dans le scénario. C'était dans la façon dont il a réussi à ébranler Robert De Niro sans jamais rompre leur lien. Don Rickles est décédé le 6 avril 2017 à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui une carrière construite sur le fait de faire rire les gens, souvent d'eux-mêmes. Casino, quant à lui, reste l'une des plus belles réalisations de Martin Scorsese. Un vaste drame policier de pouvoir, d'avidité et de chute mené par une distribution de stars qui comprenait Joe Pesci et Sharon Stone. L'interprétation d'Ace Rothstein par De Niro est toujours saluée comme l'une de ses plus grandes. Méticuleux, glacial, dominant, mais derrière le rideau, il y a une autre histoire.
une histoire qui n'est jamais parvenue à l'écran. Don Rickles se tenant juste à côté de la caméra, murmurant des insultes à l'acteur le plus respecté au monde et lui rappelant ainsi qu'à nous tous que personne, pas même Robert De Niro, n'est à l'abri d'un abaissement parfaitement calculé. Avez-vous aimé le style comique de Don Rickles ? Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. De plus, cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran, vous l'apprécierez.